Bonsoir Madame, Monsieur, Sahaïdkoum et merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. L'Aïd, le deuxième pour les Palestiniens de Gaza sous le feu des bombes. Le massacre des populations se poursuit avec un bilan humain effarant. Plus de 37 000 Palestiniens ont été tués en 9 mois. Plus de 86 000 autres ont été blessés. 10 000 d'entre eux nécessitent des interventions médicales en extrême urgence. La situation humanitaire y est intenable désormais avec la fermeture puis la destruction totale par l'armée d'occupation du passage de Rafah, frontalier avec l'Égypte. Gaza est à présent entièrement isolée du reste du monde. Elle est aussi un bourbier militaire pour l'armée d'occupation sioniste qui n'arrive toujours pas à désarticuler la résistance palestinienne. L'enlisement se profile aussi avec le Hezbollah libanais. Les hauts responsables sionistes affirment être prêts à une confrontation directe avec le parti de Nasrallah et la préparation, voire la validation d'un plan d'une invasion militaire du sud Liban. Nos invités ce soir pour en parler, d'abord sur le plateau, Monsieur Cherif Driss, politologue et professeur en sciences politiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis via Skype depuis la capitale syrienne, Damas, Madame Aïssar Midani, écrivaine et militante des droits de l'homme. Bonsoir à vous également. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également depuis Paris, Monsieur Manuel Pouchelet, géopoliticien spécialiste en relations internationales. Merci à vous également d'être avec nous. Merci Madame et bonsoir à vos invités. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors je vais commencer par vous, Cherif Driss. Il y a d'abord ces révélations du New York Times cette semaine qui affirment que les dirigeants de l'armée sioniste, l'armée d'occupation, étaient bien au courant de la préparation du plan déluge d'Al-Aqsa, du plan d'attaque du Hamas, et qu'ils avaient rejeté un document de 40 pages d'un analyste décrivant les événements qui se sont finalement bien produits le 7 octobre, considérant que ce plan serait trop difficile pour le Hamas à mettre en place au-delà de la défaillance, et on en a déjà parlé, des services secrets sionistes. Est-ce qu'il est possible de considérer que les dirigeants justement de l'entité sioniste aient pu laisser faire pour justifier un génocide, ou que c'est une vraie défaillance finalement à propos des capacités du Hamas de mener de telles opérations? En fait, après ce qui s'est passé le 7 octobre, bien entendu, il y a eu plusieurs spéculations, il y a plusieurs tentatives d'expliquer ce qui s'est passé. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il y a une défaillance délibérée, de dire que finalement ça a été, il y a une négligence qui a été programmée de façon à laisser le Hamas commettre cet acte et justifier une intervention militaire que certains notamment dans l'extrême droite, voulaient. À savoir aller vers l'escalade et trouver l'occasion pour en finir définitivement avec la résistance palestinienne. En fin de compte, on n'en est pas, en fait, il y a des éléments d'information qui manquent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a eu une négligence ou plutôt un acte de sabotage délibéré. La question qui se pose généralement dans ce genre de situation, il se serait passé quoi si le 7 octobre n'avait pas eu lieu? C'est-à-dire, est-ce que Israël aurait adopté une position de retenue, de dire finalement qu'il y a de petites escarmouches de part et d'autre, et d'aller vers la pression et tout, comme ce qu'on appelle en anglais business as usual, ou plutôt les Israéliens attendaient plutôt l'occasion rêvée, attendaient le prétexte imparable pour eux, pour aller vers une étape d'en finir définitivement, de ne pas rééditer ce qui s'est passé en 2008 et en 2012 et en 2014, et voire en 2021, oui. De dire finalement que nous avons un ennemi, entre guillemets, selon la perception israélienne, que cet ennemi, il est très nuisible, il constitue des problèmes pour nous, il met en défi notre sécurité nationale, donc c'est l'occasion ou jamais d'en finir. Je pense qu'on est dans l'ordre des spéculations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est qu'ils savaient. Et qu'ils savaient que quelque chose se prépare. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des spéculations autour de cette question-là. L'explication la plus plausible, la plus raisonnable, c'est en fin de compte que les services de renseignement, ce qu'on appelle le système de renseignement israélien, soit militaire ou civil, aussi bien le Haman, le Shabbat et autres, avaient des éléments d'information ou des indications sur quelque chose qui se préparait. Maintenant, est-ce qu'ils savaient avec exactitude à quel moment le Hamas allait frapper et quelle serait l'ampleur de la frappe? Là, je pense Selon le New York Times, oui, ils savaient, et il y avait un document de 40 pages qui décrivait les événements qui allaient se produire. C'est-à-dire que là, dans ce sens-là, c'est qu'on pourrait
envisager l'hypothèse aussi, c'est qu'il y a une dissension au sein de l'appareil sécuritaire et politique israélien. C'est-à-dire qu'une partie a laissé faire pour mettre dans l'embarras l'autre partie. Est-ce que la partie qui savait que quelque chose se préparait et elle savait avec exactitude le moment et le lieu, a laissé faire dans la mesure où a laissé faire pour mettre dans l'embarras le gouvernement de Netanyahou et justifier son renversement et des élections anticipées. Oui, c'est possible. Là, c'est une hypothèse à ne pas exclure, mais il y a toujours des incertitudes, il y a toujours des inconnus, des zones d'ombre pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trancher pour l'une des thèses. Je vais demander l'avis de Manuel Pouchelet sur cette question, mais dans tous les cas, Manuel Pouchelet, même si on peut dire que les sionistes ont négligé ou ont sous-estimé les capacités de la résistance palestinienne, dans tous les cas, cela reviendrait à dire que l'armée d'occupation ignore complètement justement les capacités et l'organisation du Hamas, et cela peut expliquer, en tout cas en partie, les bombardements aveugles contre les civils et le massacre des civils, des populations civiles, puisque finalement, ils ne savent pas où et comment s'organise la résistance palestinienne. C'est une structure particulièrement organisée et qui, pour l'instant, contredit tous les plans de l'armée israélienne, renseignement inclus. Il faut savoir que dans le renseignement, quand on y travaille, il y a toujours plusieurs écoles, plusieurs lectures, plusieurs avertissements où finalement il y a une compétition entre les services qui se contredisent et le gouvernement est incapable de décider et d'anticiper. Nous l'avons vu d'ailleurs avec le scénario du 11 septembre où l'erreur du président Bush a été de mettre en concurrence la CIA et les autres services concernés. Israël est exactement dans le même cas de figure. Je pense qu'elle va tirer des enseignements de cette action du Hamas qui a surpris tout le monde. Et ensuite, il y aura une enquête interne sur les décideurs et les lanceurs, et on va dire les spécialistes et les analystes qui ont, on va dire, préalerté le gouvernement israélien. Mais malheureusement, pour l'instant, nous sommes dans une situation de guerre où malheureusement la population civile subit de plein fouet les actes de barbarie de l'armée israélienne. Aïssar Midani, est-ce que Gaza est aujourd'hui, on le sait, est un bourbier militaire et politique pour les sionistes, mais à quel point selon vous? Absolument. De toute façon, il est clair que 9 mois après ce déchaînement total au niveau de la violence israélienne contre le peuple palestinien, au travers de laquelle ils espéraient que les Palestiniens soient complètement équités, ou alors ils aient levé le drapeau blanc, qu'ils soient aussi contre la résistance. On s'aperçoit aujourd'hui que la résistance palestinienne gagne beaucoup, de plus en plus au niveau du soutien de la population. Deuxièmement, que la population elle-même résiste et continue à mener le combat, que les Palestiniens, le Hamas en l'occurrence, ils ont effectivement, le Hamas et le FPLP qui est avec le Hamas et Kataib al-Qassam, ils ont vraiment la main haute sur le chantier, toujours sur le terrain. À chaque fois que les Israéliens arrivent, même avec leurs chars, avec leurs bombardements, etc., et ils reçoivent des belles raclées, je dirais, de la part des résistants. Donc aujourd'hui, ils annoncent qu'il y a quand même un nombre important d'Israéliens qui ont dépéri dans cette confrontation, chose qui n'a jamais eu lieu avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils reconnaissent aussi leur nombre de blessés, etc. Il faut savoir qu'en plus, aucun objectif n'a été atteint. Oui. Ils n'ont pas réussi à libérer les otages au moment où il y a eu un accord avec la résistance palestinienne. Et ça, c'est aucune chose à laquelle ils se refusent.
Et il continue à dire, et on veut éradiquer le Hamas, on veut éradiquer la résistance palestinienne. Oui. Or, il est clair que c'est un objectif impossible à atteindre. Et là, ils accumulent les échecs les uns sur les autres, ce qui fait qu'au niveau interne au gouvernement, oui, et entre l'armée, le gouvernement, les services de renseignement, ils se renvoient la balle au niveau de l'échec et au niveau de ce déclin et de ce fiasco, de cette fracture importante. Oui, absolument. Et de cette fracture importante qui est au sein même du gouvernement et de la société israélienne. Justement, je poserai la question. C'est quelque chose de très important qui milite dans le sens de la victoire, de la résistance, je dirais. Oui. Chez Driss, justement, la politique de Netanyahou est de plus en plus décriée par les Israéliens. Des manifestations imposantes réclament sa démission, son départ, la démission aussi de tout le gouvernement. On rappelle que Netanyahou a dissous le cabinet de guerre quelques heures ou 2 jours après la libération des 4 otages israéliens aux mains de la résistance palestinienne, au prix de la vie de 300 Palestiniens, dont des dizaines d'enfants. Ça a été un véritable massacre pour la récupération de ces 4 otages. Et donc tout ce qu'a fait Netanyahou et penser justement en tirer des dividendes politiques à ce moment-là, ça n'a pas marché ni auprès de la société israélienne, ni même auprès de l'opinion internationale. En fait, il faut savoir que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a emprunté un chemin, il est conscient qu'il ne peut pas faire marche arrière. Pour lui, c'est-à-dire qu'il est question, bien entendu, d'avenir politique à titre personnel, mais aussi d'un schéma, d'un plan politique et stratégique, parce qu'il fait partie d'un gouvernement de coalition, il est soutenu par les partis de l'extrême droite, il y a un projet politique, voire même un projet religieux, idéologique qui est derrière. Donc, pour le gouvernement actuel, il y a un paradoxe. Il y a toujours l'effet du 7 octobre au sein de l'imaginaire israélien, au sein de l'opinion publique, qu'il y a toujours ce choc. Il y a un soutien pour l'action militaire, ce qu'ils appellent eux l'action militaire, en fait, c'est du génocide qui se passe à Gaza. Mais paradoxalement, il y a une bonne partie de l'opinion publique israélienne est arrivée à la conclusion, à prendre conscience que cette entreprise génocidaire, cette opération militaire ne mène vers nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une impasse, quelque part il y a une impasse, et le gouvernement de le Premier ministre Benjamin Netanyahou en a pleinement conscience. Donc il y a un petit peu entre le marteau de l'opinion publique qui monte, notamment des pressions qui montent après l'échec de la libération des otages, et même la dernière libération qui s'est faite au prix de centaines de victimes palestiniennes, mais par la même occasion, il y a la résistance palestinienne, le Hamas et les Kataib al-Qassam et Sarah el-Quds qui restent intacts, qui développent une résistance, une capacité de nuisance. Oui. Donc là, quelque part, le gouvernement de Benjamin Netanyahou se retrouve, si on peut dire, dans une quadrature de cercle. Une quadrature de cercle. Sur le terrain, la victoire n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'il y a des opérations militaires, il y a des avancées qui sont réalisées, mais il n'y a pas de victoire militaire. Les capacités de Hamas restent intactes, même si elles sont amoindries, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer la résistance palestinienne. De 2, ils n'arrivent pas à récupérer tous les otages. De 3, sur le plan interne, la tension monte crescendo. Il y a des dissensions au sein politique avec la démission de Gadi Eisenkot et Benny Gantz, et par la même occasion, les partis de l'extrême droite, notamment Mousseline et Itamar Ben-Gvir, qui demandent de rejoindre, notamment Ben-Gvir, principalement. Qui demande de rejoindre. Et c'est pour ça que Netanyahou a dissous le cabinet de guerre. Il a dissous. Lui, il joue. Mais pourquoi justement pourquoi ne pas avoir intégré Ben-Gvir, par exemple? Netanyahou, il reste un premier ministre le plus sécuritaire dans l'histoire d'Israël. Il se targue d'être le premier ministre qui a liquidé les accords d'Oslo. C'est le plus sécuritaire des premiers ministres. Il est extrêmement fier d'ailleurs. Toujours est-il, il reste un politique, un fin politicien. Il sait très très bien que s'allier Ben-Gvir, ça serait un petit peu de tirer une balle dans le pied sur le plan politique. Mais ils sont alliés au sein de la coalition de l'extrême droite gouvernementale. Ils sont alliés, mais en termes de décision pour le management, la gestion de l'opération, ce qu'ils appellent entre guillemets l'opération militaire à Gaza, ils ne veulent pas laisser l'extrême droite
entrer par crainte de parasiter un petit peu l'opération, et de deux, par crainte de s'aliéner ses alliés occidentaux. Parce qu'il faut savoir, même si les Américains continuent à le soutenir, mais le projet messianique, ce qu'on appelle le sionisme judaïsé, cause un problème au sein de certains gouvernements occidentaux et pour les Américains. Alors, je crois que, à mon sens, oui, Benjamin Netanyahu, c'est par pur calcul politique qu'il refuse que Ben Gvir ou quelqu'un d'autre se rejoignent et le cabinet de guerre. C'est la raison pour laquelle il a décidé tout bonnement de dissoudre. Mais d'un autre côté, il prépare aussi le terrain dans le cas où il y aurait des élections anticipées. Donc là, un petit peu, il joue son avenir politique, mais d'un autre côté, il sait très très bien que tout échec à Gaza serait un échec non seulement pour lui, mais aussi pour tout le système politique israélien. Pardonnez-moi, il se verrait dans les élections anticipées non. Les élections anticipées sont justement faites pour le faire partir. Mais lui ne perd pas justement, c'est pas lui, son intérêt, c'est de ne pas rester en dehors du champ politique, en dehors du pouvoir. S'il peut revenir au pouvoir, rester au pouvoir, il le fera. Et donc, rester... Quitte à faire des concessions à la gauche et à la droite, c'est-à-dire aller vers un gouvernement de coalition, contenter un petit peu certains de ces contradicteurs au sein de l'appareil politique, voire même le camp d'Israël de l'État de Benny Gantz et autres, et même braconner au sein de la gauche et de la droite, de façon à faire un conglomérat de partis politiques, des alliances contre nature. Si cela lui permettra d'assurer son avenir, de continuer à rester au pouvoir et de continuer l'opération militaire, et plus important de tout cela, de rassurer ses alliés américains qu'en quoi il ne veut pas rester uniquement dans le camp de l'extrême droite, mais faire une ouverture vers un gouvernement d'ouverture entre guillemets. Donc c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est selon vous. Opérer une espèce d'ouverture politique pour ne pas s'aliéner justement les tenants de ce qui se profile, à mon sens, ce qui se profile, c'est d'essayer un petit peu d'amadouer ses contradicteurs, de rassurer ses alliés et d'amadouer ses alliés. Il est en train d'adopter, si vous voulez, de jouer un jeu d'équilibriste qui est très difficile. Un peu trop tard. Un peu trop tard, on peut le dire. Un peu trop tard, parce que là, ce qui s'annonce actuellement, c'est que les divisions ne sont pas politiques. Les lignes de fracture, ce n'est pas au sein de l'appareil politique, mais entre le politique et le militaire. Parce qu'il y a le plan d'envahir, d'aller dans du coude avec le Hezbollah au Liban. On va y arriver. Je voudrais poser la question à Manuel Pouchelet. On a entendu Netanyahou dire qu'il avait eu une conversation avec le secrétaire d'État US, Blinken, sur évidemment le blocage par l'administration Biden de plusieurs livraisons d'armes, chose que la porte-parole américaine a démenti hier. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il y a effectivement ces blocages? Est-ce qu'ils sont aussi conséquents que Netanyahou le dit, ou est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que les Américains commencent à perdre patience, selon vous? Moi, je vais vous dire une chose, les Américains sont confrontés à leur calendrier électoral. Oui. Premièrement, ça c'est important à prendre en compte dans leur stratégie. Mais une chose est sûre, la logique du gouvernement n'est pas forcément celle des industriels qui fournissent les armes. L'objectif des industriels américains, c'est de fournir des armes et donc de vendre. Et donc de forcément soutenir Israël dans son initiative de combat. Maintenant, M. Blinken, vous savez, il est un petit peu envoyé dans la région de manière régulière ces derniers temps pour tenter de calmer les ardeurs de chacun des camps. Mais il est en fait responsable des tergiversations américaines dans la région depuis déjà quelques années. Parce que je vous ferai remarquer qu'il y a déjà eu un émissaire de l'ONU américain qui s'était rendu à Beyrouth pour justement négocier déjà avec partie de certains plans stratégiques, notamment la prise en compte du danger du Hezbollah libanais pour Israël. Mais une chose est sûre, M. Blinken, de toute façon, est aussi dans une guerre de l'information. La guerre, elle n'est pas non seulement militaire, mais elle est aussi dans l'information. Et par rapport au cessez-le-feu, Manuel Pouchelet, comment se fait-il qu'une résolution écrite, écrite par les Américains, passée en Conseil de sécurité de l'ONU, avec un plan américain annoncé par Joe Biden lui-même. Il y a eu un flou, on l'a remarqué, sur l'annonce sur l'appartenance de ce plan. Les Américains disent que ce sont les Israéliens qui l'ont proposé, les Israéliens disent que ce sont les Américains qui l'offrent. Alors justement, pourquoi ce cessez-le-feu
n'est pas mise en œuvre aujourd'hui et pourquoi justement l'entité sioniste refuse de le mettre en œuvre? Monsieur Benjamin Netanyahou refuse puisqu'à chaque fois il invoque l'argument que sa sécurité n'est pas assurée. Pour un cessez-le-feu, il faut une sécurité. Et encore une fois, les autorités israéliennes considèrent que leur sécurité n'est pas assurée. Donc par conséquent, ils refusent le cessez-le-feu. Mais en même temps, c'est aussi pour Benjamin Netanyahou un moyen de conquérir, on va dire, sur le terrain d'autres objectifs qui ne nous seront pas avoués dans l'immédiat. Mais une chose est sûre, Israël n'est pas du tout habitué au temps long que lui impose le Hamas. Oui. Et ça, c'est la nouveauté. Et un cessez-le-feu permettrait de faire une trêve, surtout pour la population qui en a bien besoin et qui souffre. Nous le savons, nous l'avons dit, les chiffres des morts et des blessés sont intolérables. On assiste bien à un génocide. Mais de toute façon, Israël, à chaque fois, comme elle le fait, tout comme elle l'a fait avec le Liban en 2006, tant qu'elle considère que sa sécurité n'est pas assurée, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Aïssa Midani, sur la question du cessez-le-feu, si même les Américains n'arrivent pas à imposer un cessez-le-feu, il n'y en aura pas donc à Gaza. D'abord, je crois que de toute façon, il faut voir que Netanyahou aussi, il pense que si la guerre s'arrête, c'est la fin de sa vie politique. Parce qu'il est poursuivi en justice et il a énormément de casseroles sur le dos pour corruption, pour différentes affaires. Et donc, si la guerre s'arrête, c'est sa fin politique. De cette manière, il refuse toujours l'arrêt de cette guerre. Ça, d'une part. De notre côté, il y a eu effectivement un cessez-le-feu qui a été même voté par l'ONU, qu'il a refusé aussi d'appliquer. Il a mis des bâtons dans les roues, malgré le fait que les États-Unis se sont abstenus. Un troisième point, il faut voir aussi que les États-Unis n'ont absolument aucune volonté de faire un cessez-le-feu, puisqu'ils ont fait tout pratiquement pour faire des vétos jusqu'à présent pour le cessez-le-feu. Et puis le jour où il a été voté, ils ont dit que c'est obligatoire de l'appliquer. Et en même temps, ils continuent à soutenir Israël en armes et en munitions par un pont aérien qui est poursuivi. Et ils pourraient faire arrêter d'un coup de téléphone tout ce génocide. Donc les Américains, ils disent quelque chose, ils font autre chose. Oui. Et là, ils annoncent comme étant une proposition d'Israël, etc. C'est eux qui l'ont faite. Elle est dans le flou total. Ils espèrent retirer de la main de Hamas toutes les cartes de force qu'ils ont et en fait donc libérer les otages et puis continuer le génocide. En même temps, ils font de la propagande comme quoi c'est le Hamas qui empêche le cessez-le-feu et qui veut continuer à tout prix. Le génocide, en fait, c'est aussi pour discréditer le Hamas auprès de la population. Donc, il est clair que ni les Américains ni les Israéliens ne sont partants pour un cessez-le-feu. Ils sont en même temps co-acteurs dans le génocide qui se fait et ils continuent dans le génocide. Et en fait, ils sont surtout beaucoup surpris de la résistance palestinienne. Et ils sont très gênés aussi par tous les fronts de soutien qui sont faits par la résistance libanaise, par la résistance yéménite, irakienne, la résistance irakienne, absolument, et syrienne. Donc, en fait, c'est ça qui les contraint à faire semblant de proposer des solutions. Et en réalité, mais aussi il est clair que je pense qu'ils ne veulent pas non plus agrandir le cercle de la guerre parce que de toute façon, ils seront perdants aussi. On va y arriver puisque Aïssa Midani, il se peut qu'il y ait une confrontation directe avec le Hezbollah. Cherif Driss, si je le disais, les Américains n'arrivent pas à imposer et certains spécialistes affirment justement que les Américains n'ont pas toutes les clés en main pour imposer aux sionistes un véritable cessez-le-feu. Qu'est-ce qui peut pousser justement les autorités sionistes aujourd'hui à aller vers un cessez-le-feu, arrêter ce génocide? En fait, il est vrai que les Américains, l'administration Biden en premier lieu,
a intérêt qu'il y ait un cessez-le-feu. Pour multiples raisons, dans la plus probable, plutôt la plus évidente, c'est qu'il y a le calendrier électoral. Il y a les élections de novembre qui arrivent et le président Biden n'a pas intérêt à ce que l'agression à Gaza soit un Mais ça fait 9 mois qu'on le dit. Non, ça fait 9 mois, mais le problème pour l'administration Biden, c'est qu'il y a si vous voulez, un tropisme palestinien qui se développe au sein de la société américaine. On a vu les différentes manifestations les derniers mois, ce qui s'est passé dans les campus. Donc il y a une prise de conscience que, un petit peu, pour les Américains, Israël est devenu le boulier qu'ils sont en train de traîner avec eux. Donc pour des considérations à la fois électorales et politiques, l'administration Biden a intérêt à ce qu'il y ait. Maintenant, est-ce qu'elle a les moyens de faire pression? À l'évidence, non. Pour une raison simple, c'est que le système politique américain il est d'une complexité telle qu'il y a plusieurs sphères de prise de décision, il y a plusieurs, ce qu'on appelle un jeu d'influence de la part des acteurs des lobbies qui pressent et qui font que actuellement c'est le camp de la guerre et il est plus imposant que le camp de la paix. Donc un cessez-le-feu dans les semaines, voire les mois à venir n'est pas envisageable. Enfin, sincèrement, il est très difficile de le dire. Moi, peut-être pas optimiste, je dirais qu'on est plus proche d'un cessez-le-feu que d'une escalade. Parce que même au sein de la société israélienne, je pense que ce qui pourrait renverser la vapeur, faire basculer la situation en faveur d'un cessez-le-feu, c'est qu'il y ait des dissensions internes au sein de la classe politique, au sein de la société israélienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure... Ça commence à se voir. Ça commence, c'est-à-dire qu'il y a l'effet 7 octobre qui ne s'est pas encore dissipé, il faut le dire. L'émotion, vous les L'émotion, c'est-à-dire l'effet 7 octobre, il y a un soutien en faveur de ce qu'ils appellent l'action militaire. Mais qui est très nourri d'ailleurs. Mais toujours est-il, c'est que le prix à payer devient de plus en plus élevé. Le prix humain par rapport à la question des otages, le prix social, c'est qu'il y a la dissension et la polarisation, elle n'est pas d'ordre politique, elle est d'ordre sociétal, mais aussi le prix économique. Donc à mon sens, c'est que il y a un camp qui veut aller vers le cessez-le-feu, non pas par sympathie ou empathie pour les Palestiniens, mais plutôt un cessez-le-feu sauverait l'État d'Israël. Le camp de Benny Gantz, par exemple. Benny Gantz, la gauche, et certains centres, comme dit le centre droit, le centre gauche, sont pour un cessez-le-feu. Bien entendu, un cessez-le-feu selon les conditions d'Israël. Oui. Mais Netanyahou, son intérêt, c'est de continuer la guerre. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a son avenir politique qui est en jeu, mais aussi il y a la crédibilité de l'État, ce qu'ils appellent l'État d'Israël, qui est en jeu. Pour eux, un cessez-le-feu serait synonyme d'une défaite, une victoire pour le Hamas. Oui, donc, aussi bien pour Netanyahou que pour l'extrême droite, et même pour certains appareils sécuritaires et militaires, parce que après 8 mois d'opération militaire, ou plutôt de génocide, arriver à la conclusion finalement de signer un cessez-le-feu et de reconnaître que le Hamas reste intact, un acteur politique et un acteur militaire, cela pourrait être interprété ou vu comme une défaite. Donc là, je crois que ce qui pourrait faire basculer, c'est des dissensions internes au sein de l'armée, l'appareil sécuritaire et militaire, mais aussi au sein de l'appareil politique, mais aussi des pressions internationales. Mais ça pourrait prendre encore du temps. Ça ne va pas se décanter dans quelques semaines, c'est ce que vous dites un peu, parce que des dissensions et des pourparlers autour de ça, c'est que... Vous savez, on dit généralement que pour qu'on arrive à une situation d'accord de paix, il faut qu'il y ait l'impasse. Les acteurs arrivent à une situation d'escalade et d'impasse, d'arriver à la conclusion que le prix est trop élevé pour continuer. Sur ce chemin. Je pense qu'à un moment donné, les Israéliens arriveront à la conclusion que aller vers cette politique jusqu'au boutiste et continuer l'escalade n'est pas viable, n'est pas intéressante pour serait leurs intérêts. Contre-productif et pourrait avoir des effets très négatifs à la fois économiques, humains et militaires. Manuel Pouchelet, l'embrasement avec le Liban semble se préciser. Cela fait des mois que le Hezbollah libanais soutient la résistance palestinienne. L'administration américaine fait tout pour éviter ce scénario. Et l'envoyé spécial US au Liban, Amos Hochstein, parle d'une situation au bord de l'implosion. Est-ce que cette guerre avec le Hezbollah, Manuel Pouchelet, vous semble inévitable à présent ? Dire qu'elle est inévitable, certes. Cependant, le Hezbollah est à l'image de 2006, il est patient.
puisqu'en 2006, il a été capable de contredire l'armée israélienne au sud Liban, en pleine zone FINUL, puisque je vous rappelle qu'entre les deux camps, il y a quand même la FINUL, donc l'ONU, avec M. Guterres et puis les forces présentes et les différents contingents. Mais une chose est sûre, le risque d'embrasement est sérieux. Maintenant, connaissant M. Nasrallah, puisque tout le monde a dû voir la communication avec le drone du Hezbollah qui survolait le territoire israélien, c'est quand même un message fort. Oui. Un message qui est capable de dire que le Hezbollah est capable de pénétrer en profondeur dans le territoire israélien et également de nuire à l'économie israélienne, puisque en attaquant un port, vous bloquez bien entendu l'approvisionnement israélien de son économie et il y aura d'autres enjeux. Une tactique d'ailleurs qui a été observée par les Houthis qui ont attaqué les aéroports et les pipelines en Arabie Saoudite. Donc finalement, si vous voulez, il y a quand même un risque d'embrasement certain. Je pense que, comme le disait Napoléon de manière très simple, n'affrontez pas trop souvent votre ennemi, vous risqueriez de lui apprendre votre art de la guerre. Et force est de constater que de toute façon, les Israéliens ont tiré les enseignements de l'opération de 2006, où ils avaient essuyé de nombreuses pertes. Et je pense qu'au regard déjà des morts israéliens dans la bande de Gaza et également des morts qui ont été reprochés au gouvernement israélien en 2006, je ne suis pas sûr que la population israélienne soit prête à assister à de nouvelles pertes de ses soldats. Je rappelle que le Hezbollah est particulièrement aguerri. Il nécessite l'emploi de forces professionnelles et non de réservistes. Donc force est de constater que pour l'instant, Israël n'a pas suffisamment d'effectifs pour justement faire cette guerre contre le Hezbollah. Je vous ferai remarquer une chose, au sud, sur le plan sud, on va dire, ces opérations il y avait le Hezbollah, il y a la Cisjordanie. Et ça, Israël serait incapable de gérer et le Hezbollah et la Cisjordanie. Elle ne ferait pas cette stratégie, de se retrouver en fait encerclée. Et vous dites justement que l'entité sioniste aurait tiré les leçons de la guerre de 2006 avec le Hezbollah. Le Hezbollah aussi aurait sûrement on aurait fait de même avec cette guerre dont il est sorti victorieux. On se rappelle, en ayant quand même résisté à une armée aussi puissamment armée, qui est l'armée d'occupation sioniste. À quoi pourrait ressembler cette guerre selon vous, justement? Est-ce qu'elle aurait plus de retentissement que celle de 2006? Est-ce qu'elle serait quand même, ou elle serait plutôt de faible intensité? Comment vous la voyez, vous la voyez, cette confrontation avec le Hezbollah? C'est difficile à dire, si vous voulez, dans la mesure où moi j'ai connu 2006 en étant affecté à la FINUL. Je peux vous dire une chose est sûre, c'est que le Hezbollah est revenu aguerri de sa participation au soutien des forces de Bachar el-Assad en Syrie. Entre-temps, il a acquis de nouveaux matériels militaires nettement plus puissants, nettement plus précis, où il est capable de contredire l'armée israélienne et de la détruire. Donc, force est de constater qu'il est très difficile. Ah oui, il est capable de détruire certains objectifs. Regardez, quand vous êtes capable d'envoyer un drone survoler un territoire adverse sans se faire abattre, force est de constater qu'il y a déjà une meilleure maîtrise technologique qu'il n'y avait pas en 2006. Oui. Je rappelle que le maître des horloges, pour l'instant, reprendre l'expression du président français, c'est le Hezbollah. Il ne fera pas l'erreur de la fusion entre la vitesse et la précipitation, puisque bien entendu, il sera appuyé par d'autres soutiens. Je pense aussi à l'affaire du plateau du Golan, qui n'est pas resté non plus de Bachar el-Assad. Il sera soutenu par la brigade Al-Quds, qui est iranienne, présente sur le territoire syrien. Si vous voulez, le risque d'embrasement est grand. Et actuellement, nous n'avons pas encore eu de grande déclaration de Hassan Nasrallah, ni même du guide suprême iranien. Vous comprenez que nous sommes en mode veillée d'armes avant une frappe qui risquerait d'être fatale à l'armée israélienne et à Israël dans sa totalité. Dans sa totalité. Israël ne fera pas, je pense, l'erreur. Elle n'est pas capable d'ailleurs de mener 3 fronts. Ils ont trop peu d'effectifs pour le faire. Alors,
Aïssar Midani, cette guerre avec le Hezbollah, avant d'arriver justement à l'embrasement avec le Hezbollah, vous êtes de ceux qui disent que Gaza serait le point de départ de toutes les manières d'une confrontation plus globale, hein, voire une troisième guerre mondiale. Donc vous la voyez, vous le voyez cet embrasement finalement déjà régional et peut-être même mondial qui partirait justement de Gaza? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le film que le Hezbollah a fait passer en 9 minutes, oui, qui montre toute la perception et toute la réalité qu'il contrôle au niveau, au niveau des lieux sensibles, au niveau de l'économie, même des centres militaires, etc. Par rapport aux Israéliens, c'est quelque chose d'assez dissuasif et qui montre clairement que de toute façon, tous les points de l'entité sioniste géographique peuvent être sous les feux de Hezbollah en cas de nécessité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le Hezbollah, il est aussi dans la partie depuis le 8 octobre, il faut savoir quand même que toutes les colonies qui sont limitrophes du sud Liban, oui, et toutes les colonies donc du nord sont complètement vides. 70 000 personnes ont été déplacées. Voilà, ont été déplacés et qui déclarent qu'ils ne sont absolument pas prêts de revenir, parce qu'ils seront toujours sous les feux du Hezbollah. Il faut savoir aussi que les colonies qui sont aussi limitrophes de Gaza dans le sud sont aussi vidées, et toutes les personnes qui y habitent ont été aussi déplacées. Donc ça, c'est un coût, c'est une réalité, c'est aussi une présence, je dirais, populaire, qui ne soutient absolument pas l'embrasement et puis l'attaque contre les Hezbollah. Il faut savoir aussi que si effectivement, pour moi, si Israël attaque le Liban, ce sera encore une fois une plus grosse défaite et il jouera peut-être sa fin complètement dans la région. Et donc, ça sera pas nécessairement dans le sens qu'ils veulent, mais ça sera plutôt dans le sens de la libération, non seulement de la Palestine, mais de toute aussi la région, de tous les territoires occupés par les Israéliens dans la région. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose de plutôt positif pour nous, côté effectivement de la résistance. Et ça sera la fin d'Israël de l'autre côté, malgré le soutien américain, malgré le soutien des pays de l'OTAN, qui aujourd'hui, de toute façon, marquent une distance importante, puisque Israël est condamnable par la Cour internationale de justice, que Netanyahou est aussi appelé par la Cour internationale, la Cour pénale internationale, sous mandat d'arrêt. On va revenir sur les condamnations des institutions internationales. Oui, c'est un contexte global, ajouté au soutien populaire de la résistance palestinienne dans le monde entier, et qui aujourd'hui se trouve aussi un enjeu important dans toutes les élections, aussi bien en France, en Angleterre, aux États-Unis et partout. Donc là aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte. Chérif Driss, cette confrontation avec le Hezbollah, le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste affirme que les dirigeants sionistes ne sont pas loin de déclarer une guerre totale. Alors, ça peut être évidemment de la propagande pour faire peur, pour justement répondre à cette vidéo postée par le Hezbollah, vidéo de 9 minutes 30, et qui dévoile de nombreuses bases militaires, commerciales et résidentielles du nord de la Palestine occupée.
Et donc, c'est un coup, encore une fois, pour les services secrets de l'entité sioniste. Cette confrontation pourrait coûter cher, justement, à l'entité sioniste. Ce ministre des Affaires étrangères parle de la destruction du Hezbollah et d'un coup dur pour le Liban, alors que, selon des spécialistes, il faudrait au minimum 2 divisions supplémentaires avec 10 000 hommes pour justement faire face à ce front du Nord, alors que, on le sait, l'entité sioniste est à court de soldats sur le terrain, déjà à Gaza. En fait, autant il est vrai qu'en politique internationale, tout est possible, il n'y a que les incertitudes, mais il est tout aussi vrai qu'une confrontation militaire entre Israël et le Hezbollah n'est dans l'intérêt de personne. À commencer par Israël, l'entité sioniste, pour plusieurs raisons. Déjà qu'il y a l'enlisement à Gaza. La guerre n'est pas terminée, l'entreprise génocidaire, elle continue. Le prix à payer pour la partie israélienne reste encore très élevé, aussi bien pour les soldats, pour les blessés, mais aussi pour la population qui attend le retour des otages. Il y a le prix économique qui est très important, mais il y a un paramètre qui est très important qu'on a souvent tendance à négliger, c'est le paramètre psychologique. On dit généralement qu'Israël c'est une nation en armes, c'est une société militarisée très armée, mais à un moment donné il y a l'effet de fatigue. Donc les Israéliens n'ont pas l'habitude de vivre une situation de conflit, de guerre qui dure des mois. Généralement c'est des guerres de 1 mois, 2 mois et demi, des guerres éclairs. Là 8 mois, les effets commencent à se faire sentir sur le plan psychologique, il y a un effet de fatigue. Donc là, il est très difficile d'imaginer que la population israélienne, ou même tout l'écosystème économique, social et politique accepterait un nouveau front au sud avec le Liban, sachant qu'en face, il y a un adversaire très aguerri, comme l'a été rappelé par M. Pouchelet, c'est que le Hezbollah, même si le Hamas il a une capacité de nuisance, une capacité de frappe qui est très importante, le Hezbollah, il faut multiplier ça par 5, voire par 10. Donc, ce n'est pas un acteur ce qu'on appelle de moindre importance, mineur. Donc les Israéliens le savent, les stratèges militaires, les stratèges même dans le renseignement, le savent pertinemment qu'une guerre ouverte avec le Hezbollah, ce serait ce qu'on appelle, ce serait suicidaire. Donc là, je crois que la probabilité, plutôt l'hypothèse qu'une guerre qu'Israël aille jusqu'à aller vers l'escalade ouverte, une guerre ouverte avec une invasion, on parle d'un plan d'invasion terrestre du sud-Liban. Ce sont les Israéliens eux-mêmes qui le déclarent. Moi, je pense, à mon sens, c'est qu'il y a la société, la population israélienne qui risque de s'élever. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'il y a un aspect psychologique qui est très important, un effet de fatigue. De l'autre côté, de la part du Hezbollah, le Hezbollah, depuis le début, s'est montré très nationaliste. Généralement, il a laissé ce qu'on appelle la posture d'un acteur transnational, un acteur qui a des dimensions à la fois régionales et tout, et a privilégié la dimension nationale. Penser le Liban avant toute chose. C'est-à-dire préserver le Liban, sa sécurité, son économie, sa cohésion sociale, raison pour laquelle il a opté pour la retenue. Donc, le Hezbollah sait pertinemment qu'un affrontement ouvert avec Israël pourrait aussi être très coûteux pour et le Hezbollah dit lui-même qu'il n'est pas intéressé par une confrontation de grande ampleur avec l'entité sioniste. Il n'est pas intéressé. Et l'autre troisième élément qui est très important, on est dans une configuration régionale et internationale qui est différente de celle de 2006. Il y a la guerre en Ukraine, qui est un chantier qui est ouvert et qui coûte ce qu'il coûte sur tous les plans. Les Occidentaux n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un autre chantier qui s'ouvre. Donc il y aurait une dispersion des efforts, mais il y aurait aussi un remodelage, si vous voulez, des rapports de force régionaux qui ne seraient pas dans l'intérêt ni d'Israël ni des Américains. Donc là, le Hezbollah, c'est un acteur qui a une capacité de nuisance qui est très importante et qui est prise très au sérieux, raison pour laquelle, à mon sens, ce qui se trame comme plan, c'est que les Occidentaux, les Américains et même certains acteurs régionaux, certains pays arabes feront tout pour calmer le jeu. Et s'il y a confrontation, très rapidement sur cette question. C'est-à-dire qu'une confrontation peut-être une confrontation qui est très limitée. Non, je parle d'une vraie confrontation de forte intensité. Qu'est-ce qui se passerait selon vous ?
Aïssa Midani nous dit que ce serait probablement la fin de l'entité sioniste. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que ça serait la fin, mais elle laisserait beaucoup de séquelles. Parce que le problème qui se pose, parce qu'on a le débat au sein de la société israélienne, c'est que la crainte au sein d'Israël et au sein même de certains de ses alliés en Europe, en Occident, c'est la fin du projet sioniste. Oui. C'est la fin du projet sioniste. Parce que le problème qui se pose, c'est que la polarisation au sein de l'entité sioniste, elle n'est pas politique, elle est sociétale. On oublie souvent de le dire qu'elle est sociétale. C'est que la fracture, elle risque d'être sociale et elle risque d'être très élevée. Et elle risque d'être profonde et la fracture très élevée. Donc, une guerre ouverte, parce que le problème qui se pose actuellement, c'est entre le sionisme et laïque et les sionistes judaïsés, c'est entre l'État juif et l'État laïque. Les partisans de l'État laïque, notamment au sein de la gauche, certains endroits, ils savent pertinemment qu'une guerre ouverte serait la fin de l'État d'Israël. Parce que cela provoquerait déjà beaucoup. Parce qu'il faut savoir aussi qu'Israël, c'est une nation d'immigrants. Oui. C'est une nation d'immigrants. Déjà après le 7 octobre, des milliers des dizaines de milliers sont repartis en Europe. Donc il y a cette crainte que ce n'est pas des milliers, des centaines de milliers vont quitter Israël. Ce serait l'économie israélienne qui serait lourdement impactée. Mais on ne parle pas aussi de l'image de l'État, l'entité sioniste qui est déjà écornée par la faute des dirigeants israéliens, l'entreprise génocidaire. Ils savent ce qu'ils récoltent ce qu'ils ont. Et donc ce ne serait pas exagéré de dire qu'ils sont dans une phase existentielle aujourd'hui, ce qu'ils mènent comme opération. C'est-à-dire que cette guerre sur Israël et une probable guerre avec le Liban soulèverait une question existentielle de l'avenir de l'État d'Israël. L'avenir de l'État d'Israël. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y aurait l'effondrement de l'État, mais le plus plausible, c'est-à-dire une confrontation, une guerre ouverte avec le Hezbollah plongerait l'État d'Israël dans une crise politique très profonde et voire même une crise sociale, sans parler de la crise économique. Très rapidement, Manuel Pouchelet et Aïssa Midani, vraiment en 2 minutes, il nous reste moins de 5 minutes, pour terminer sur cette image abîmée de l'entité sioniste auprès de presque l'ensemble, désormais des institutions internationales, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a mis l'entité sioniste sur la liste de la honte, qui bafoue les droits des enfants, celle aussi, l'entité sioniste qui a violé les principes fondamentaux des lois de la guerre, la CPI qui pourrait délivrer des mandats d'arrêt internationaux et la CIJ qui enquête toujours sur le génocide à Gaza. À quel point cette image abîmée de l'entité sioniste auprès de la communauté internationale peut jouer en défaveur finalement du projet sioniste. Manuel Pouchelet pour commencer. Écoutez, très rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je pense que la population n'est jamais neutre. Et aujourd'hui, je pense que la population israélienne se ligue contre le gouvernement Netanyahou, comme elle l'avait fait avant la guerre, puisqu'il y avait des réformes de la justice qui n'étaient pas passées auprès d'elle. Aïssa Midani, pour terminer sur cette question, s'il vous plaît. Je pense que le mythe d'Israël démocratique et Israël qui est un État qui a une armée forte, invincible, etc., s'est effondré à jamais et que de toute façon, en plus, la réalité de cette agressivité génocidaire, c'est un État génocidaire, maintenant, il a été complètement dévoilé, démasqué aux yeux du monde entier. Oui. Chef Deis, vraiment un mot sur cette même question. Non, il est clair que l'image d'Israël, elle est plus qu'écornée depuis des années. Mais l'effet qu'elle peut avoir. C'est-à-dire qu'une guerre ouverte et la continuation de notre génocidaire, elle va finir par assécher tout le capital de sympathie que les Israéliens ont acquis auprès des Européens. Je crois qu'il devient, si vous voulez, comme ce boulet
que les Européens, Européens et Américains veulent se débarrasser. Dont ils ne voudront plus. Cheikh Idriss, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur en sciences politiques. Je remercie également Aïssa Midani, écrivaine et militante des droits de l'homme. Vous étiez avec nous à partir de Damas. Et je remercie Emmanuel Pouchelet, géopoliticien spécialiste en relations internationales à partir de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.